Bonjour le peuple, aujourd'hui je suis en compagnie de Gotham la Terreur et de mon Gus, ici. Dis bonjour le Gus. Bonjour le Gus. Et nous allons vous donner notre avis sur le prieuré de l'Oranger. Alors, on n'a pas encore partagé nos avis tous les deux, on vient de le finir tous les deux. Et on l'a lu de notre côté, moi je l'ai lu en français, donc je l'ai eu en, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais je l'ai pris en 2 tomes parce que lui il a un partin que je trouve très chiant à porter, et lui il l'a lu en anglais. Donc on va d'abord faire une partie sans spoil pour les personnes qui ne l'ont pas lu, et après je vous mettrai le timer là par là, en dessous de la queue de Gotham, pour la partie spoil si ça vous intéresse. Donc on va commencer de suite. Alors déjà, de quoi ça s'agit? Tu veux parler? Ouais, pour le présenter rapidement pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, c'est juste un roman d'heroic fantasy ou fantastique, hein, à la Game of Thrones, à la Seigneur des Anneaux. Un petit peu entre les deux justement, dans le sens où on va avoir des enjeux politiques, différents royaumes qui sont en conflit, différentes religions qui sont en conflit, un monde qui est fracturé entre l'Est et l'Ouest, avec séparé par un abysse infranchissable autant politiquement que géographiquement quasiment. Et on va avoir du coup, ouais, avec la carte. Avec la carte. Voilà. Et on va avoir bien sûr du coup un mal ancien, le sans nom. Les ténèbres, voilà, le sans nom. C'est pas un spoil. Un ennemi tout puissant de l'humanité en fait quoi, qui va se réveiller progressivement, et du coup ça va être l'objet du conflit que de lutter contre ce mal. Hein. Donc là c'est pour ça qu'on est en plein dans le les autres de Game of Thrones, Sauron, enfin bref, on a un mal contre lequel l'humanité doit s'assembler. Et plusieurs personnages qui vont être là pour essayer d'assembler l'humanité en fait au cours de... Tout à fait. De combien de pages en fait? De 800 pages au moins. Ah, plus que ça. T'as combien de pages toi? Moi c'est 800 pages exactement. 800 pages, donc bref, un format fantastique assez classique hein, quand même, de prime abord. Donc, perso, mon avis sur le sujet, hein, je commence puisque t'as parlé beaucoup. Ouais, bah tu merde, je suis horrible. Enfin, t'as parlé quoi. Non, c'est très bien. Alors, moi je vais vous donner mon avis dessus. De manière générale, j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez young adulte, mais pas de manière. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais c'est pas ce que moi j'aime lire le plus, je pense, tout simplement. Il y a des plot twists qui sont un peu attendus, des personnages qui, pour moi, sont écrits de manière un peu facile. J'ai pas trop aimé la fin, je la trouve un peu trop happy end pour moi. Je trouve l'univers par contre très très chouette, très bien construit. J'aime bien l'idée qu'il y ait des dragons, qu'il y ait différents types de dragons. Je trouve que le parti pris Attends, je m'en mêle. Je trouve que le fait qu'il y ait différents peuples, je sais pas si je peux dire comme ça, mais que le racisme et toutes ces questions là soient éludées dans le livre, justement ça fait que ça transpire un peu le young adulte, et pour moi ça aurait rapporté des enjeux qui auraient été intéressants politiquement et qui manquent dans ce roman pour moi. Après c'est très bien écrit, hein, ça se lit très très bien. Moi je suis contente de l'avoir eu en petit format parce que vraiment le gros je trouve que c'est un peu trop un parpaing à lire et c'est pas agréable à tenir en main. Bon après ça c'est mon avis perso. Et voilà pour mon avis global. J'aime bien, je vous le recommande, en vrai c'est sympa à lire, hein, en vrai voilà. Mais c'est pas pour moi le livre de l'année non plus. Par contre je sais que je vais acheter le préquel quand même. S'il y a une série ou un film dessus, je vais être la première à aller le regarder quand même. Enfin j'ai quand même vraiment bien aimé quand même, hein. Enfin je dis beaucoup de fois quand même, mais bref. À toi, t'as bien aimé? Ouais, mais alors moi je te suis sur la plupart de tes critiques sur le côté young adult. Par contre je suis un peu plus enthousiaste que toi quand même, parce que je trouve qu'en fait il y a des idées extraordinaires dans ce livre. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Il y a vraiment des trucs qui se démarrent complètement, que je trouve hyper frais. Et on développera dans la partie spoil. On développera et tout, mais même dans l'univers global et tout ça. Et effectivement, par contre, là, en fait, c'est un très très bon bouquin avec des espèces de grosses ficelles, mais à des endroits pas forcément attendus, à des endroits... c'est très fin en fait. C'est pas vraiment, c'est pas cliché, c'est pas gênant. C'est pour le coup sur des petits détails qui manquent un peu de finesse ou qui manquent un petit peu voilà, qui vont faire qu'on est moins dedans, qu'on pourrait l'être, on est moins... l'ensemble est moins crédible ou puissant qu'il pourrait l'être peut-être dans d'autres cas. Ouais, c'est pour ça que moi je parle de young adulte, c'est qu'en fait je pense que la version adulte réelle, enfin si on peut dire, il n'y a pas vraiment d'âge, hein, mais c'est pour genrer un peu, genrifier pardon le récit, ça aurait été beaucoup plus cool, enfin moi ça m'aurait plus plu la version plus adulte que young adulte de ce livre là en fait au final. Mais du coup pour arriver à la version adulte il faudrait pas grand chose en fait. Non il manque pas grand chose. C'est pas non plus un bouquin de young adulte. Non c'est pas... Il faudrait vraiment, il y a que quelques petits trucs. Après moi je l'ai trouvé un peu long quand même sur certains passages, tu vois, genre moi je le découperais en 4 grosses parties pardon.
Et je trouve que le troisième quart, pour moi, était un peu longuet. Au niveau scénario, il y a un peu trop de oh mon dieu j'ai perdu le truc, oh mon dieu je l'ai retrouvé, oh mon dieu je l'ai perdu. Ça, oui. Et ça je trouve qu'il y a un peu trop de filler à ce moment-là du livre, et du coup à la fin moi j'ai eu un peu de mal. Enfin alors que le dernier quart j'ai beaucoup aimé, mais ouais je veux dire le troisième quart je l'ai trouvé un peu longuet. Alors que par contre dès le début j'étais prise dedans. Par contre tout le début, la mise en place de l'univers et tout, je l'ai trouvé vraiment très cool, très clair. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux, qui ont eu du mal, qui se sont perdus entre les personnages, alors que honnêtement moi j'ai trouvé ça assez limpide. Ah oui. Je trouve qu'on se mélange pas dans les personnages, et je trouve qu'il y en a pas tant que ça en vrai. Enfin il y en a plein qui ont dit oh mon dieu le prieuré de l'oranger, plein de personnages et tout. Je trouve que comparé à Game of Thrones, où quand tu regardes la saison 1 justement tu mélanges les familles, tu mélanges tout ça, c'est un peu compliqué. Là je trouve qu'en l'occurrence en vrai, alors oui il y a pas mal de persos, mais déjà il y a tout un index à la fin qui les répertorie si jamais t'es paumé. Et je trouve qu'en vrai, en réalité, c'est très très bien fait et qu'on s'y perd pas. Désolé pour Gotham, on s'y perd pas dans les personnages. Je sais pas ce que t'en penses. Alors non, on s'y perd pas dans les personnages, sauf dans certains. Si sur la fin, moi en plus j'ai mis un peu longtemps à le dire, et du coup il y a des petits passages où je savais plus exactement qui était qui. Mais plus sur les gens du passé, moi j'ai du mal, tu sais, sur gens les du passé, légendes, ouais, les légendes ou les- le passif de l'univers, ou des gens qui sont cités plus ponctuellement, on a un peu plus de... c'est ça, mais sinon par contre, en fait, déjà il y a que 4 narrateurs quoi. Ouais, 4 narrateurs c'est pas beaucoup Non. quand on est habitué, je veux dire. Bah justement à Game of Thrones en l'occurrence, où des fois tu peux potentiellement te perdre dans les Exactement. gens quoi. Et puis surtout l'histoire elle va, en fait, paradoxalement, même s'il y a 4 narrateurs, l'histoire elle va tourner autour de peu d'endroits dans le monde, puisque les narrateurs vont souvent être à peu près au même endroit. C'est très déséquilibré entre les 4 narrateurs. On va avoir, je pense qu'il y a peut-être 2 personnages sur les 4 qui doivent avoir plus des 2 tiers du bouquin. Ouais, il y en a Voire deux, plus, au il y en moins. a deux qu'on voit beaucoup moins. Ouais, et ça se ressent parce que du coup ça implique. Et d'ailleurs ça se voit dans le glossaire. Dans tout le monde entier, il y a un royaume qui est beaucoup plus développé que les autres, forcément, c'est celui qui C'est attire un l'attention. Rhénome. Un Rhénome, effectivement. Parce que oui, pour info, c'est quand même un roman assez inclusif, quand même très LGBTQ, IA+, tout ça. Enfin, c'est pas très développé non plus, mais c'est un monde dans lequel tout ça est normalisé. Et du coup, c'est un Rhénome, pour info. Enfin, en français, ça se dit un Rhénome, en anglais, ça se dit un Queendom. Queendom. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'est pas fait influencer par les réseaux pour le coup, parce qu'on l'a découvert en Écosse. On cherchait justement du fantastique à acheter quand on était en voyage, et c'est mon Gus là qui l'a acheté. Et après moi je l'ai vu sur le compte de Lire au Nord, et j'ai eu envie de l'acheter en français. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait une hype dessus sur les réseaux, mais sinon à la base on n'était pas vraiment au courant que ça en tchatchait. C'était un gros truc, et effectivement maintenant on le voit un peu partout. Toi tu lirais le préquel si Oui, je l'ai... absolument quand même, parce que justement, dans les trucs que je trouve incroyables, il y a l'univers, et en particulier l'univers étendu, enfin la mythologie. Si la préquelle elle parle de Néporo par exemple, et de Cléoline, de plus en détail, de leur histoire, Ouais, de leur relation avec Aliba, je veux voir ça quoi. Ça, ce serait super intéressant. c'est- Moi, ça spoil pas dans le sens où si vous l'avez pas lu, du coup, c'est pas grave, vu que c'est des prénoms. Mais ouais, ça, ce serait super cool dans le préquel, en effet, ouais. Alors moi, l'univers, je le trouve incroyable. Le cadre global, on a des populations, on a des royaumes qui sont très différents, avec chacun leur mythologie. On a les dragons qui sont fabuleux. On a une histoire en fait qui va se construire progressivement autour de 3 arbres. Et ça, on va découvrir progressivement et tout ça, mais 3 arbres magiques et leurs héritiers, et leurs héritières plutôt en l'occurrence. Ouais, et leurs héritages aussi, Et leurs magiques héritages du coup. magiques. Et ça va créer en fait les fondations pour une mythologie, une création du monde qui est vraiment originale, mais alors vraiment originale par rapport justement aux grands classiques du genre. Ouais, moi j'en avais jamais vu des comme ça pour le coup. Non. Enfin, j'en connais pas en tout cas. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, le bouquin, il va forcément jongler, naviguer entre être classique, trop classique, et en même temps, du coup, apporter constamment du neuf. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire. On a le droit d'avoir un truc qui se réveille au bout de 1000 ans, des grands pouvoirs sacrés qui doivent s'éveiller pour combattre et tout. Là où ça va faiblir, ça va être sur d'autres domaines qu'on va développer après, mais ça, pour l'instant, moi, c'est juste. En fait, on a envie de ces dragons. Moi, là, les dragons de l'Est, qu'ils ont présentés, j'ai envie de voir ce bouquin adapté en série. De ouf. Mais juste pour voir ces dragons volés et tout ça. Ouais, les vraiment. dragons de l'Est, ouais, c'est des personnages qui ont l'air vraiment cool, ouais. J'aime bien aussi, j'ai perdu son nom, tu sais, le petit animal, petite boule d'un petit chien qui parle là. Ah, ouais, le chien là. Ouais. Arazak. Ouais. Arazak. Lui, je le trouve trop mimi, moi. Il y a justement. un personnage qui a aussi
un espèce c'est pas un animal de compagnie, c'est un ami plutôt, qui est un animal inventé aussi et qui est trop mimes, moi je trouve, et qui parle du coup. Alors justement, là on y vient sur le côté young adult. Moi, ce personnage, c'est un des personnages qui m'a vraiment fait décrocher ah ouais, le bouquin, parce que son arrivée, alors petit spoiler, mais il arrive à un moment de Sex Machina, il arrive pour sauver la situation à un moment donné où tout est perdu évidemment. Ça, et il y a ce personnage qui sort de nulle part pour sauver la situation et qui est littéralement un chien magique quoi. Un beau chien magique. Et pour le coup, pour moi, ça c'était vraiment young adult. Pour moi, c'est le bébé 8 de. Oui, voilà. Du truc quoi. Mais moi je suis très friande des petites mascottes mignonnes. Donc moi ça marche. Ouais, mais là pour le coup, moi celui-là il m'a un peu fait en mode. Surtout que. Alors si, ça c'est intéressant parce qu'il a encore. Pour moi ça élargit l'univers aussi au fait que les créatures magiques ne sont. Il n'y a pas que les dragons, tu vois. Ouais. Il y a ça qui est intéressant, moi je trouve là-dedans. Et pour continuer sur les langues, le fait qu'il parle, je trouve que le traitement des langues parlées est très bien fait parce que tout le monde parle pas la même langue du coup. Et à chaque fois c'est très juste au niveau des scènes, ils font attention à qu'il y ait quelqu'un qui parle la langue ou quelqu'un qui la parle mal ou qui est un traducteur ou que machin et ils justifient le fait que les personnes puissent se parler alors que des fois tu vois dans les fantastiques tout le monde arrive à se parler alors que normalement personne parle le même langage et là je trouve qu'ils ont fait c'est bien écrit au niveau du fait que tout le monde parle pas la même langue et que des fois ils arrivent à se comprendre, des fois non, etc. C'est assez bien amené généralement et justifié, tu vois, genre ils vont pas te mettre ah tiens ces deux là se comprennent sans t'expliquer pourquoi alors qu'en fait ils devraient pas du tout parler la même langue, tu vois. Et ça je trouve ça cool. Non, c'est clair. Dans l'écriture. Et tu vois, on parlait du fait qu'il n'y ait pas de discrimination raciale, il n'y a pas de discrimination, et il y a très peu, il n'y a pas de sexisme prononcé, marqué d'aucune manière. C'est des thématiques sociétales sont totalement neutralisées. Ça n'existe pas, ouais. Voilà. Et c'est un choix qui du coup a des conséquences. Qui va tendre à diminuer l'intensité de certaines choses du coup où d'une certaine manière ça enlève la crédibilité en fait quoi, parce qu'on est tellement habitué à ce que ça se passe pas comme ça dans notre monde et aussi en même temps le fait que le monde il nous est présenté comme étant archaïque, comme inspiré des royaumes européens classiques, médiévaux un petit peu tout ça, c'est inspiré de ça et en même temps d'un côté ils enlèvent tout le sexisme et le racisme alors du coup c'est un parti pris intéressant. Rien que ça, par exemple, ça enlève plein de trucs. Oui, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Un truc tout bête, c'est un monde qui est quand même basé sur l'hérédité par la maternité. Et à partir de là, la tolérance pour les relations homosexuelles, y compris sous-entendu qu'en fait il n'y aurait aucun problème à ce que la reine ait un partenaire femme. Mais en même temps, il est attendu d'elle qu'elle ait un enfant et il n'y a pas de... L'enjeu politique n'est pas enfin, ils en parlent pas. L'enjeu sociétal que ça peut poser... Ça peut poser, c'est ça exactement. N'est pas traité et du coup, c'est ça qui fait que pour moi, le livre est un peu plus young adulte dans sa lecture et dans son écriture. C'est que du coup, ça aurait dû, même sans que ce soit un gros chapitre, mais ça aurait dû poser question à un moment donné dans le récit ou être évoqué quoi. En fait, c'est que même si c'est pas un problème, justement, que ce soit évoqué comme n'étant pas un problème d'une certaine manière quoi. Voilà, mais que ces questions-là. Après, mais par contre, alors, et c'est là qu'on arrive à l'inverse, c'est que du coup, ça permet aussi des thématiques vraiment intéressantes. Je trouve que ça permet au contraire, du coup, de normaliser beaucoup de choses très très chouettes. Ouais. C'était le but du bouquin, je pense. Et pour le coup, c'est vrai que ça rend très très cool. Il y a des tas de moments. Alors moi, en particulier en anglais, parce que. Du coup, en anglais, par exemple, tous les métiers ont pas de genre nommé, tu vois, quoi. Un soldat, soldier. Et du coup, il y a très souvent où c'est un personnage, je m'attendais à ce que ce soit un homme parce que typiquement c'est un homme dans tous les trucs et tout. Et en fait, juste après, on a. Alors qu'en français, c'est écrit une soldate. Du coup. Ça. Donc nous, c'est plutôt un seul. Elle trouve un cadavre de soldat, il lui prend son arme et c'est quand on apprend qu'elle prend son arme qu'on apprend que c'est une femme. Enfin bref, du coup, c'est intéressant du coup parce que là, pour le coup, ça normalise beaucoup de choses. Bah oui, parce que du coup, il y a quand même un côté femme badass dans ce livre. Mais en même temps, vu que c'est normal d'être une femme de pouvoir dans ce livre, d'un sens, c'est pas forcément. Enfin, tu vois, il y a un espèce de. C'est pas gênant, ouais. De truc comme ça qui est un peu neutralisé, et du coup, ça, enfin voilà. Je sais pas trop quoi en dire de plus, mais. Non, mais. Mais c'est quelque chose qui est soulevé. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais moi j'aurais bien aimé en fait que ce soit un peu plus marqué, enfin qu'il y ait des questions autour du sexisme et tout, parce que justement ça aurait été intéressant dans un univers comme celui-là, que le racisme et le sexisme soient présents. Le traditionnalisme soit plus présent à ce niveau-là, parce qu'il y a des grosses questions de traditionnalisme très ancrées dans certains points, et pour autant ces questions-là elles sont pas du tout dedans, donc il y a vraiment un parti pris de l'auteur d'enlever le sexisme et le racisme, et du coup sociétalement ça, comme tu dis, ça enlève un peu de crédibilité des fois à certains moments, et ça fait un peu décrocher du récit à certains trucs, moi je trouve. Ça enlève de la crédibilité. Oui, en fait pour moi c'est ça, il y a
c'est une super... Enfin, en fait, je trouve ça très bien d'avoir un livre entier comme ça. Parce que du coup, ça normalise plein de choses et ça aide du coup aussi à penser différemment, à écrire différemment. Mais par contre, il y a des moments où du coup, ça va enlever un tout petit peu de profondeur. À des points bêtes, mais à des points où ça ferait un enjeu qui compte, quoi. Et en fait, surtout, ça empêcherait de donner l'impression que la situation elle est résolue trop facilement, alors que si c'était dans le vrai monde, entre guillemets, bah, ça serait beaucoup plus compliqué, quoi. Là, puis c'est le fait que le monde soit vraiment inspiré, quand même, moi je trouve, du médiéval, qui fait que ça rend ça pas crédible. En fait, ce serait un autre monde presque en SF, tu vois. Ça m'aurait moins choqué parce que justement ça aurait été dans le futur, ça aurait été etc. Ça m'aurait moins bloqué. Là, le fait que ce soit vraiment inspiré d'un fonctionnement féodal, médiéval, etc. Et bah du coup normalement c'est des enjeux qui devraient être encore présents et du coup moi ça me questionne plus là-dessus. Mais après c'est pas un problème à la lecture non plus, hein. C'est pas un truc majeur mais c'est un truc qu'on a remarqué tous les deux en tout cas, qui nous a questionné tous les deux. Mais globalement en tout cas moi c'est une lecture que j'aime quand même. Et toi aussi. Alors moi j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était cool. Bon, on va passer à la partie spoil. Un petit point que j'ai oublié d'en parler, c'est l'écriture, que je trouve extrêmement réussie. Enfin, l'autrice est vraiment très très forte pour poser les ambiances, en particulier. En anglais, ça se ressent bien, le vocabulaire qu'elle va utiliser, tout ça, la manière dont les phrases qu'elle va tourner. Enfin, les scènes d'action sont bien écrites. Moi, j'aime pas les scènes d'action d'habitude, je trouve ça long et chiant. Et là, je tiens à préciser que les scènes d'action à la fin, là, j'ai beaucoup aimé les scènes d'action. Ouais, c'était assez intense. C'était bien écrit. En fait, de manière générale, elle écrit juste super bien. Et il y a vraiment ce truc de. Je peux spoiler là ou pas encore du coup? Ah bah oui, là tu peux spoiler. Là, je peux spoiler. Donc, il y a notamment par exemple la partie où Ead va aller pour la première fois dans le bois de Kaliba. Dans le bois des ronces, là, machin et tout, bah, on arrive dans une ambiance chargée de sorcellerie, de choses et tout, et c'est décrit. Et c'était un peu inattendu en plus cette arrivée de Kaliba. Ouais, moi je m'attendais pas à ce que. Enfin, là on va parler des personnages un peu de manière générale, donc on va commencer par Kaliba manifestement. Mais Kaliba c'est vraiment. Alors du coup c'est un peu une sorcière, c'est un peu la méchante un peu du truc quand même. Hein, enfin le gros méchant c'est le sans nom, hein, qui est un gros monstre qui va se réveiller au bout de 1000 ans et qu'il faut combattre et parce qu'en fait il a été enfermé dans une espèce de boîte pendant 1000 ans et bref il va ressortir de tout ça et du coup tout le monde est au courant qu'il va ressortir et l'idée c'est un peu de le combattre, c'est un peu le fil rouge du truc. Et au milieu de tout ça tu as une autre méchante donc qui est Kaliba, qui est une sorcière qui a toute une histoire autour d'elle et qui pour moi elle sortait d'un chapeau. Vraiment je l'ai pas vu venir, pas négativement hein, mais vraiment moi j'étais très surprise de son arrivée, j'étais très contente et je pensais pas qu'elle allait revenir en plus après tu vois dans le livre. C'est un des meilleurs personnages pour moi, c'est un des meilleurs personnages parce que justement, très cool. Comme tu dis c'est trop cool, elle nous est présentée d'abord comme la sorcière des bois, donc d'abord une figure mythique, ensuite elle nous est présentée comme juste une sorcière parmi tant d'autres, enfin une des mages, des sorceresses, des mages là. Ouais je sais pas comment ils te le disent en anglais mais nous il y a des mages oui donc il y a mage et sorcière nous en français donc enfin bref. C'est ça, c'est mage et witch mais voilà. Donc on pense juste que c'est une mage qui a mal tourné ou un truc comme ça mais sans plus quoi. Et après on apprend progressivement, elle c'est vraiment, je pense que c'est le personnage qui est le plus développé en mode waouh révélation sur révélation, révélation sur révélation. Parce qu'en fait il y a un personnage, Ead, qui est littéralement un peu le personnage central quand même du récit, qui va voir Kaliba à un moment donné, donc tu te dis bon elle a besoin d'avoir ses infos auprès de Kaliba et tu te dis bon bah Kaliba elle est isolée, tu vas jamais la revoir en fait. Et en fait elle a un rôle hyper important dans le récit, elle est hyper bien développée et dans son histoire personnelle c'est très fort. Tu finis par t'y attacher à certains moments et au final en vrai c'est une vraie méchante quand même, enfin tu vois, c'est un personnage qui est très complexe dans son écriture et importante pour le récit et qui pour le coup, moi dans un univers où entre guillemets t'as l'est et l'ouest avec leurs dragons respectifs de chaque côté, bah je m'attendais pas à voir la sorcière dans les ronces, dans les bois, tu vois, méchante, un peu cliché presque, tu vois, et qui avait un rôle aussi important et bah moi en plus comme elle était isolée je me suis dit bon bah c'est une meuf qui veut vivre toute seule et qui vit toute seule et en fait non il y a plus que ça quoi. Elle est super intéressante parce que du coup c'est la seule témoin qui reste de l'ancien temps, c'est celle qui a tout vu, tout vécu et c'est pour ça que je trouve pour le coup que son limite c'est le personnage dont je suis un peu le plus déçu sur la fin parce que du coup elle est antagonisée sur la fin, elle devient la méchante de service et c'est bien et encore une fois parce qu'on y revient, l'autrice écrit très très bien. Et du coup, moi je trouve que elle va être écrite avec beaucoup de mélancolie, elle va être écrite. Enfin, j'adore tous ses discours, tous ses dialogues, ils sont extraordinaires. Elle parle toujours de manière hyper belle et tout. Mais j'aurais aimé l'avoir encore plus quoi. Pour la fin, j'aurais vraiment aimé. J'aurais aimé presque que ce soit un personnage à part entière sur la fin. Sur le début, c'est parfait, mais que sur la fin, elle ait ses propres chapitres de narration, ça aurait été vraiment chouette aussi. Et qu'elle soit moins. Enfin, pour moi, ça c'est un truc que je trouve justement qui, pour moi.
Encore une fois, c'est pas un reproche ce côté young adulte, hein, mais pour moi, pour moi le young adulte, ça reflète des petites facilités des fois de scénario. Et pour moi, là, tu vois, Kaliba, elle a été un peu trop cataloguée méchante, tu vois. Et du coup, à la fin, j'aurais aimé que ce soit un peu plus nuancé. Alors, ça reste quand même très nuancé. Ça reste très nuancé, mais j'aurais aimé que ce le soit un peu plus, tu vois. Elle est respectée dans sa mort, oui, elle est bien machin sûr. et tout, ça reste très classe, mais... Mais j'aurais aimé que, tu vois... Enfin, moi, je m'y suis attachée, personnellement, et j'aurais aimé qu'on voit un peu plus les bons côtés aussi de sa vie, et de ses émotions, et de ses trucs comme ça, ou peut-être des bouts de son passé aussi qui sont pas assez développés. Enfin, ouais, comme toi, en fait, j'aurais bien aimé avoir plus d'infos, en fait, sur elle. Qu'on aura peut-être dans le préquel, en fait, tout bonnement. Pour vous revenir du coup sur un des persos principaux, donc Ehad ou Ed, je sais pas comment tu le prononces, moi je le prononce Ehad du coup. C'est donc un des persos principaux qui est littéralement une mage issue du prieuré de l'Oranger, donc qui a des pouvoirs, qui est à la cour donc de Sabran ou Sabran, moi je dis Sabran, qui doit la protéger, etc., etc. Il y a une romance au final qui va s'installer entre les deux. Romance que je trouve vraiment très bien développée pour le coup, qui est pas cheap, parce que moi je suis pas très romance à la base, donc ça me fait chier à lire. Généralement je trouve que ça pollue un peu le récit. Là c'est vraiment subtil, c'est pas une romance ce bouquin quoi, on s'en fout un peu, enfin, mais c'est apporté de manière subtile et ça apporte de la profondeur au personnage d'Ehad, que personnellement je n'aime pas trop, parce que je la trouve très cheatée. Enfin tu sais, elle a un peu, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle y arrive, tu vois. Elle y arrive, elle a fait pas d'efforts, tout est facile. Alors que justement, pourtant dans l'écriture, ils te la construisent un petit peu comme un personnage torturé qui vit loin de chez elle. Son mentor, il lui manque, elle l'a pas vu depuis longtemps. Enfin tu vois, elle pourrait être nuancée, et en même temps moi, donc, quand je la lis, je la ressens un peu comme un personnage un peu trop fort. Et bah, un peu, pour moi, c'est un peu la comparaison avec Arya dans Game of Thrones. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Arya, mais moi, elle me saoule dans Game of Thrones parce que tout est trop facile pour elle. Alors, et ça me gave, tu vois. Je suis pas du tout d'accord avec la comparaison avec Arya. Je suis totalement d'accord sur le fait que Ehad est cheaté, mais pas du tout sur les mêmes aspects que toi pour moi. Arya, justement, c'est un personnage qui est hyper intéressant dans Game of Thrones parce que elle va traverser justement enfin, elle a quasiment toujours tort. La seule chose qui la motive, c'est son désir de vengeance. C'est ce qui va la pousser à rejoindre Descendants. Enfin, c'est ce qui va la pousser, voilà. Arya, c'est un personnage qui est moralement très ambigu dans Game of Thrones. Et moi, ce qui m'embête avec Ehad, c'est que c'est pas justement qu'elle soit super balèze et tout machin. Moi, je m'en fous, c'est une elfe, c'est une voilà. C'est pas une elfe, c'est une mage. C'est des elfes. Les mages, c'est des elfes, c'est ça. Et justement, on y reviendra après quand on parlera de religion. Mais moi, c'est un des trucs qui me pose le plus souci dans ce bouquin. Ce qui me pose souci dans le bouquin, c'est que Ehad, elle est moralement toujours juste. Sur un seul truc, c'est sur les dragons de l'Est qu'elle considère comme des wyverns, je sais pas. Bah, en gros, ils sont méchants pour elle, quoi. Voilà, et même ça, elle revient dessus. Elle dit une seule fois qu'elle aime pas, et ensuite la fois d'après, elle est revenue dessus, quoi. Donc elle est trop parfaite, presque. Elle est contre la peine de mort dans une époque où il tue tout le monde. Elle est contre machin. Alors, elle va être toujours en fait dans une moralité qui est presque toujours la bonne. Elle va être critique de toutes les traditions ridicules d'Inis, elle va machin. Et à chaque fois, elle va comparer avec son expérience où tout le monde est beaucoup plus libéral, beaucoup plus ouvert. En fait, moi je la trouve un peu trop. Bah, ça la rend chiante et pas crédible. Mais ça la rend moderne dans son placement, ça la rend en fait comme. Oui, mais ça dénote avec le livre, moi je trouve. Complètement du coup. Ça en fait comme si c'était. Et là, on rentre limite dans un trope. J'hésitais à en parler, parce que c'est quand même un peu un trope sexiste aussi, mais l'idée du Marisu. Le personnage féminin trop cheaté et tout machin. Alors généralement il est utilisé à tort et à travers pour dire des personnages qui sont pas du tout cheatés, qui sont juste des femmes badass et tout. Là le problème c'est qu'on a un personnage féminin dans lequel l'autrice, ou en tout cas le lecteur du coup, la lectrice va se projeter en tant que tel. Et comme si c'est nous qui étions dans ce monde là. Et en fait bah non, on n'est pas dans ce monde là, ce personnage ça peut pas être nous, il peut pas être moralement toujours juste. Il peut pas. Il y a un manque de subtilité dans son écriture, moi je trouve. Bah oui, je sais que c'est le personnage préféré de beaucoup de gens, je l'ai vu sur les réseaux. Je comprends, parce que de fait, elle est cool. Elle est cool, mais tu vois, moi par exemple, je préfère beaucoup plus le personnage de Sabran, qui est beaucoup plus nuancé, qui est détestable les 3/4 du temps, et qui au final, moi, me touche beaucoup plus, que je trouve badass de ouf, parce qu'elle se remet en question justement, ça lui coûte, c'est difficile pour elle. Elle vit des choses dures, pour le coup, elle vit vraiment des choses dures, elle perd son mari, elle a une relation amoureuse avec une femme avec qui potentiellement elle va être séparée pendant beaucoup de temps, elle perd son enfant, enfin elle vit des choses très dures, elle a une pression politique très forte parce que dans sa religion à elle, ils sont persuadés que le sans-nom ne se réveille pas tant que la reine a une fille, et du coup le fait qu'elle devienne stérile, du coup pour elle c'est horrible en fait, tu vois. Et pour moi, Sabran, elle est largement plus badass qu'Ehad au final, tu vois.
Et c'est pour ça. Alors que Ead, enfin si tu veux, je finis du coup, Oui, elle est beaucoup plus présente dans le récit, c'est elle qui va mener les batailles, c'est elle qui va être très dans l'action, très dans le tout ça. Mais au final, moi je trouve que Sabran, bah, pour moi, elle est vraiment trop cool quoi, comme meuf. Elle est vraiment trop cool parce c'est une meuf qui est pleine de traditions, pleine de préjugés, pleine de tout ce que tu veux, qui a été élevée et conditionnée à penser comme ça, et qui va faire l'effort conscient tout le temps de se remettre en question, de se bouger le cul, de faire des discours hyper beaux, de tous les dialogues avec elle sont hyper cool, elle est hyper contrastée aussi, parce qu'il y a des fois elle est juste chiante et elle est chiante, et en même temps elle est chiante à raison, tu vois, parce qu'elle a traversé des trucs durs. Et pareil, je voulais en parler, j'ai oublié, mais il y a un truc qui est hyper cool avec Sabran, c'est qu'il parle de sa santé mentale, et c'est normalisé qu'elle fasse des crises d'angoisse. Enfin moi je l'interprète comme ça, c'est pas vraiment verbalisé comme ça, mais en gros il le verbalise un peu à la médiévale, tu vois, comme quoi régulièrement il y a des semaines où pour elle c'est dur en fait, juste c'est dur, et elle reste au lit et elle a besoin de rester au lit, et donc je pense pas qu'elle soit en dépression ou quoi que ce soit parce que c'est jamais verbalisé, mais je pense que c'est une meuf qui fait des crises d'angoisse en fait tout simplement, et qui a besoin de temps des fois parce qu'elle a une vie difficile et une pression difficile, et le fait que ça se soit normalisé, que tiens là c'est la semaine où Sabran ça va pas, et que tout le monde le prenne en compte, et que ce soit... Enfin là, pour le coup, moi ça me parle, ça me touche, et ça fait que je m'attache beaucoup à ce personnage qui, à la base, je me suis dit putain, elle va me casser les couilles au début du récit, tu vois. Exactement. Et je trouve qu'elle est 100 fois plus, justement, pas Marissou du coup, tu vois, badass tout court, tu vois. Sabran, elle est hyper intéressante, c'est un très très bon personnage, et moi je suis entièrement d'accord là-dessus. Et sur ce que tu as dit, notamment au niveau santé mentale et tout ça, Sabran, c'est un personnage vraiment riche, vraiment complet, complexe, quoi. Et c'est vrai que c'est... Ead, typiquement, je la trouve très très bien dans la dernière partie, toute dernière partie du bouquin. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement en retrait. On va avoir Tané qui va être plus présente, Tané qui est un personnage justement, Tané qui est le personnage qu'Ead n'est pas, on y reviendra après, mais Tané qui est ce que Ead n'est pas, et qui est du coup hyper intéressant, enfin ce qu'Ead pourrait être vraiment plus attachante comme personnage et tout. Et du coup en fait, avoir Ead comme présence, limite en fait ce qui aurait été intéressant c'est qu'Ead elle soit pas narratrice. Et qu'elle soit une présence, en fait... une soldate, forte, cool, qui se bat bien, mais qui soit pas au centre du récit, en fait. Dans Le Seigneur des Anneaux, Legolas, très bon personnage, Legolas, mais on n'aimerait pas que l'histoire soit centrée sur lui. C'est un elfe, il a sa connaissance machin, il est là pour se battre, pour faire des jolis trucs et tout, mais dès que l'histoire, elle doit pas être centrée sur lui, l'histoire elle doit être centrée sur des personnages. On va se faire taper, il y a des gens qui vont dire si Legolas, on peut faire une film dessus. Legolas, il est chouette dans sa relation avec Gimli, il est chouette dans justement ses limitations aussi et dans la manière dont il les dépasse. Mais si l'histoire elle était entièrement Legolas qui fait des trucs, le Seigneur des Anneaux il serait plié en 20 pages parce qu'il est trop fort et il est présenté comme étant trop fort. Et c'est pour ça que c'est un personnage d'appoint. Parce que justement ses forces elles sont là comme un appoint aux personnages qui eux doivent lutter face à des dilemmes moraux et des trucs et tout. C'est le cas, mais du coup... C'est pour ça qu'elle est plus intéressante à la fin, t'as raison, parce que justement elle est plus en retrait, et du coup on se concentre plus sur déjà le combat en tant que tel humanitaire qu'il y a à ce moment-là, et sur d'autres personnages... Et on a quand même envie de l'avoir gagné, parce que c'est elle... Bien sûr, on a envie de l'avoir gagné quand même, après Ead n'est pas un personnage détestable non plus, elle est quand même cool et tout, mais tu vois, pour en venir, comme t'as parlé de Tané, Tané donc, qui est un personnage donc, qui vit dans l'Est, qui veut devenir dragonnière, et qui au final le devient. Donc au début, moi je me suis dit putain elle va être cheatée du coup parce qu'elle réalise son rêve en 5 minutes, enfin tu vois elle s'entraîne toute sa vie pour devenir dragonnière, elle devient dragonnière, elle a la dragonne qu'elle veut qui est trop cool, elles ont une relation trop mime c'est tout. Et en fait Tané fait une connerie aux yeux de son... comment dire, de son clan, je sais pas vraiment clan. C'est ça. Ouais. Le clan Midoshi. Enfin voilà, elle fait une connerie auprès des Midoshi, voilà, et du coup elle est dégagée sur l'île des Plumes où elle devient donc une érudite. Et du coup, en fait, c'est là que ça la rend plus intéressante qu'Ead à mon sens, c'est qu'en fait, tu vois, c'est une meuf sur le papier qui au début aurait pu être totalement cheatée, genre la dragonnière trop cool, qui devient trop cool et tout. Et en fait, non, tu vois, elle est directement virée de son job, elle va en faire un autre qu'elle a pas envie de faire, mais en même temps, ça va lui permettre d'apprendre plein de choses. Et à la fin, ça va remettre en cause plein de choses parce que du coup, elle va finalement retrouver sa dragonne, elle va se battre pour elle, elle va quand même être reconnue par les dragonniers de l'Est et elle va être reconnue. Et Tané, c'est un personnage qui va devoir se battre en fait pour devenir badass justement, pour être cool. Exactement. Et elle va devoir lutter contre beaucoup de choses, contre elle aussi contre ses croyances parce qu'au niveau de la religion, tout est compliqué un petit peu dans cet univers-là. Mais du coup, elle va devoir se battre contre ses traditions, contre ses démons intérieurs parce que au tout début du récit, en fait, elle sauve un étranger
de ça en découle la mort de sa meilleure amie. Et du coup, c'est un poids qu'elle va vraiment porter comme un fardeau. Littéralement tout le long du récit, elle y revient très souvent. Elle a une très forte culpabilité, très redondante, un peu chiante aussi, hein, à lire des fois, mais qui est très présente avec elle. Et le fait qu'elle perde sa dragonne, ça va rajouter de la culpabilité. Bah, Tané, c'est un personnage qui est pas heureux, qui est pas fun. Non. Mais qui est en même temps, je trouve, très fort par contre. Je sais pas ce que t'en penses. Justement, c'est là, je te rejoins totalement. Tané, elle est hyper forte physiquement. C'est la meilleure de sa promo quasiment sur tous les domaines. Elle est hyper forte. C'est vraiment une guerrière accomplie. Et donc là-dessus, elle est badass. Par contre, elle a un sentiment d'illégitimité qui est hyper puissant et qui va la porter tout le long. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien foutu. Après, là, quand elle, malgré le fait que sa dragonne, elle lui répète tout le temps que si. Ouais, sa dragonne est trop mignonne. Ils ont quand même une relation trop mignonne. Trop bien. Et malgré le fait que sa dragonne, elle soit toujours là en mode si, et tu me mérites. Ouais. Et elle y croit pas. Elle y croit pas et ça rentre pas dans sa tête parce que voilà. Et justement, pourquoi? Parce que. C'est un peu toi et moi. Bah oui. Mais justement, parce que elle est pétrie de tradition pour le coup. Dès qu'elle croise quelqu'un qu'elle considère avoir commis une hérésie ou un machin, elle va le détester, elle va vouloir le tuer et tout. Enfin, elle juge. Elle est jugeante, elle est très autocentrée, elle se méfie de ce qu'elle connaît pas. Bref, elle est pleine de défauts. Et c'est ça qui est très ancré dans la tradition pour le coup. Ça transpire vraiment. Elle a été élevée là-dedans et elle a voulu vivre ça en plus. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'elle aime, qu'elle accepte. Et quelque chose qu'elle a voulu, devenir dragonnière dans la pure tradition des dragonniers, c'est exactement ce qu'elle voulait. Être reléguée au rang d'érudit, comme elle a fait une connerie, c'est quelque chose qu'elle accepte en plus, tu vois, parce que c'est bon, j'ai fait une connerie, donc j'accepte la punition qu'on me donne, tu vois. Rien que ça, je trouve que pour le coup, en plus c'est rare. Et là, c'est là qu'on sort, pour moi, c'est là aussi qu'on sort complètement du young adult ou du machin. On rentre dans un personnage qui est tellement carré dans ses convictions et tout que quand elle commet un crime, déjà qu'elle était sûre de là, quand elle arrive sur l'île des plumes, elle est pas en mode genre ah non c'était une injustice, il va falloir que je me rebelle, il va falloir que je m'échappe. Moi au début tu vois je pensais qu'elle allait commencer à vouloir s'échapper pour retrouver sa dragonne au plus vite, alors qu'en fait non, elle reste sur l'île des plumes, elle est punie, elle y reste, elle l'accepte, tu vois. Et ça pour le coup ça m'a surpris et en positif, je trouvais ça très bien parce que très juste pour le coup. Parce que le moment où elle se barre de l'île de plumes pour des plumes ou de plumes, je sais plus, pour aller chercher sa dragonne, c'est pour des raisons autres. C'est pas pour elle se barrer de l'île des plumes parce qu'elle se rebelle, machin. C'est parce qu'il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Mais du coup, elle est très intéressante. Autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est Nicklace, que moi, je n'aime pas du tout. Je le trouve plus nuancé, mais il m'ennuie à crever. J'ai pas aimé. Je trouve qu'il fait beaucoup trop partie du récit. Toutes les parties avec lui m'ont ennuyé. La seule chose que je trouve mignonne, c'est la romance qu'il a avec le... Avec Jannar. Ouais, avec Jannar. J'aime beaucoup sa romance parce que Jannar, justement, était marié avec une femme. Et du coup, je trouve ce trio très mignon parce que Jannar est décédé, du coup. Et à la fin, c'est trop mignon comment Nicklace devient ami avec la femme de son amant, du coup. Et il y a vraiment un triangle amoureux, amitié qui est vraiment très doux et très bienveillant, je trouve, là-dessus. Alors, c'est la seule chose qui m'a intéressée avec Nicklace. Sinon, c'est un alchimiste et pourtant, j'adore les alchimistes généralement, c'est mes persos bref. Il m'a fait chier comme la pluie, alors que toi, t'as bien aimé. Alors, moi, j'aime beaucoup Nicklace parce que. Justement, il apporte un petit peu l'ambiguïté morale qui manque aux autres personnages qui sont tous hyper carrés. Il apporte un petit peu le côté individuel, un peu perso, et en même temps guidé par plein de contradictions qui sont hyper intéressantes. Et le fait aussi que c'est un personnage âgé, c'est le seul homme âgé, même quasiment l'un des seuls personnages âgés du bouquin. Elle sort aussi un peu du young adult là-dessus. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est trop présent, et ça rejoint tout le truc avec les pirates là. Voilà, on s'en branle. Tu vois, il y a un moment donné où Nicklace il est avec des meufs pirates dans leur bateau avec la dragonne de Tané qui est prisonnière parce que lui il cherche un élixir de vie éternel, etc. Alors personnellement je m'en fous et c'était long. Enfin si t'es pas pris dans cette sous-intrigue, honnêtement c'est très long. Enfin moi ça m'a pas intéressé du tout quoi. Alors là je sais pas pour moi si c'est le Game of Thrones qui t'a influencé, qui dépeint sur moi, mais pour moi en fait ce bouquin aurait été mieux tout simplement. Un des trucs qui l'aurait rendu un peu meilleur c'est justement s'il y avait plus de narrateurs. Nicklace, je l'ai trouvé très bien comme narrateur. J'adore la manière dont il nous permet d'introduire subtilement comme ça les Seiki, l'Est et tout. Il permet d'élargir l'univers, oui. J'aime bien son point de vue totalement différent, j'aime bien qu'il nous ouvre à l'alchimie, qu'il nous ouvre à des tas de choses qui font partie de cet univers là et de manière subtile et tout. Par contre, effectivement, il aurait mérité en fait d'être là au début, revenir un peu à la fin, mais être beaucoup plus moins présent tout. Il aurait mérité qu'il y ait d'autres personnages qui viennent prendre sa place à certains moments. Non, parce que en vrai, en plus, sa quête de vie éternelle, factuellement à la fin du bouquin, on s'en fout toujours. Ah bah oui. Enfin, toute la quête qu'il y a autour de tout ce bordel là n'est pas intéressante et n'apporte pas au récit, je trouve, tu vois.
Alors moi, ben voilà, Niklaus il est cool parce qu'il est à la fois dans l'Empire, mais en même temps, tu vois, un truc qui est trop chiant, la manière dont, à la fin, là, donc sa dernière intervention où il va donner, en gros, il va donner l'astuce pour tuer le sans-nom, enfin, il va donner le point faible du sans-nom, et ça, il le fait 3 minutes après, enfin, il est envoyé pour tuer quelqu'un, il essaye même pas, en 3 minutes, il est pétri de haine, il a qu'une seule envie, c'est tuer Sabran. 3 minutes après, c'est bon, il a fait son repentir, il a donné le point faible, il a machin. Ça se fait vraiment en 3 secondes. Pages, quoi. Ouais, en 3 secondes, c'est bon, parce qu'en fait, ce mec-là, il est exilé à la base. Au tout début du récit, il est exilé sur une île avec d'autres exilés, et il est viré du Rhénome, et là, justement, en fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait tout un speech, justement, parce que du coup, qu'il en veuille à la reine, parce qu'il a vécu, je sais plus, mais 17 ans, 12 ans, je sais plus, beaucoup trop longtemps, 7 ans ouais, bon, je sais plus, plusieurs années sur cette île d'exilés, et qu'il soit en colère, c'est normal, tu vois, parce qu'il a vécu une injustice, et en fait, vraiment, en 3 lignes, Sabran s'excuse, et puis bah d'accord, et il revient vivre chez lui, et comme si de rien n'était, et alors qu'il est... Dans tout le livre, on te le dépeint comme plein de vengeance. Enfin, il a envie de se venger de tout ça, tu vois. Il est en colère contre ça. Enfin, tu vois, alors, moi non, parce que il est vraiment décrit comme étant justement ambigu à ce niveau-là. C'est pour ça que moi j'entends, mais là pour le coup, c'est là que ça se faisait bizarrement, ça passe bizarrement. Et de manière générale, en fait, ce personnage, il aurait mérité de faire son. Alors, il n'était pas besoin d'être attaché artificiellement à la quête principale. Non. On aurait pu avoir d'autres personnages qui faisaient son boulot, ça passait tout. Ce personnage, il avait rien à faire à se retrouver mêlé à Tané ou aux autres et tout. En fait... Bah c'est juste qu'il a rencontré Tané au début. C'était intéressant parce qu'en gros, Tané le force à cacher l'étranger au début. Donc là, ok, c'est entendable, il y a une quête secondaire dont il fait partie. Mais alors pourquoi après il fait autant partie du récit? Pour moi ça aurait dû être un mec que Tané a croisé et peut-être qu'elle recroise à plusieurs reprises, entendable. Mais il aurait pas dû prendre une place aussi importante dans le récit, tu vois, pour moi. Pour parler un peu des persos secondaires, un peu pour pas trop développer, j'aime beaucoup le mec qui épouse Sabran. J'ai perdu son nom. Comment? Liveline. Voilà, lui je l'aime beaucoup. La sœur de Lot, elle est top. Oui. Meg. Même, tu vois, ouais. Très bien aussi. Il y a beaucoup les femmes de chambre entre guillemets de la reine, elles sont vraiment toutes intéressantes. T'es trop mignonne toi, t'installée devant la caméra. Et pareil du côté des dragonniers, il y a des personnages intéressants. Il y a un mec qui est détestable notamment. Là, le mec détestable, il m'a saoulé. Tout ce passage-là, justement, c'était vraiment. Voilà, là pour moi, on était en plein dans le young adult. C'est bon, là, le dragonnier. Ah oui, t'es pas une vraie parce que t'es pas la fille d'un Midushi toi aussi. Et du coup, vas-y, je vais me moquer de toi dès que j'ai l'occasion et tout. C'est bon, Drago Malfoy quoi. Arrête pas. Ouais, non, mais c'est ça, c'était du harcèlement scolaire. Voilà, ça fait tiep. Après, ça va, c'était assez court. Tu vois, moi j'ai eu peur que ça traîne tout le livre, cette histoire de conflit entre les deux. Là, je me suis dit putain, on va se les taper à chaque fois. C'était court, mais et au final, par contre, c'était pas utile, je pense. C'était pas utile, et au contraire, des personnages comme Onren qui montraient à la fois, bah ouais, mais du coup, elle va trop faire la fête pour une Midushi, et du coup, Tané, et ça, on parlait de Tané et tout machin, elle lui en veut du coup parce que. Ouais, mais tu fais moins d'efforts que moi alors que. Bah, t'y arrives aussi. Alors que t'y arrives et tu t'en sors, je trouve ça pas juste, tu vois. C'est hyper intéressant. Ça, c'est plus intéressant. Mais du coup, il y a pas mal de persos secondaires du coup qui sont très intéressants. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout l'univers qu'il y a au royaume, enfin au Rhénome, pardon, dans le château. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont assez intéressants, des gentils, des moins gentils. C'est assez riche là-dessus. C'est cool, il y a pas mal de persos secondaires qui sont vraiment chouettes. Il y a des morts inattendues. Moi, Kit, alors j'ai pas aimé. Kit, j'ai beaucoup aimé. Alors là, oui, voilà, on a oublié ça. Kit et Lot, moi, toutes leurs péripéties là, ouais, Pétaouchnok, aucun intérêt. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré la manière dont, avec Lot, justement, Lot et Kit, on a pu découvrir Iskalis. Oui, bah par contre, ça permet de découvrir une autre partie du monde étendu, enfin de l'univers étendu, pardon, du truc, et ça, c'est cool. Bah, alors, j'ai vraiment aimé, voilà, cette logique du. On rentre progressivement, enfin là on va... Après, et voilà, la première partie en particulier, après la deuxième partie où il va jusqu'au prieuré Lot, c'est long, et puis ça fait bizarre parce que du coup il va faire des... On rentre dans il sort d'Iskalis, 20 pages après il est au prieuré, parce que justement il y a un chien magique qui l'a emmené en 10 minutes d'un bout à l'autre du monde. Bref, déjà ça me plaît pas du tout. Oui, ça les gestions du temps, bah y a que à ce moment là où c'est un peu bizarre, hein. Sinon la gestion des... durées de trajet sont plutôt bien faites, je trouve. Ouais. Non, de manière générale ça passe, mais par contre, bon ça on y viendra sur la quête, mais c'est un truc qui me gêne aussi sur les trucs. Mais sur les personnes on a un peu fait le tour, je pense. Sur les personnes on a un peu fait le tour, juste Lot, et moi j'aime beaucoup quand même, parce que j'aime bien son côté, j'aime bien le fait que pour le coup ce soit un mec tout en nuances, il
il est ni frêle et fragile, ni macho et viril. Non, Il est plein de doutes, il remet en question sa foi, mais en Oui, même temps, ça, il c'est vrai. reste hyper solidement accroché. Enfin, il y a plein de choses qui sont Non, hyper puis intéressantes avec ce qui Lot. est assez intéressant, c'est que ils sont pas tombés dans le cliché de. Enfin, ils ont fait pas mal d'amitié homme-femme. Oui, tout à fait. Et ça, moi, je trouve ça cool. Enfin, c'est un détail hein, parmi tant d'autres. Vraiment, je suis pas très romance et je me suis dit putain. Enfin, il va y avoir un triangle amoureux Ead, Lot, Sabran qui va être trop chiant. Ah. Ou des conneries comme ça, Ouais, tu non, vois. ça, ils s'en sortent bien. Et ils sont pas tombés là-dedans. Il y a des amitiés hommes-femmes qui sont très fortes, très belles. Au niveau amitié, je trouve ça vraiment cool. Et c'est pas non plus amitié genre. C'est pas Harry Potter, tu vois. Ils vont pas se saigner les uns pour les autres non plus, tu vois. Mais il y a des amitiés stables qui sont très fortes. En personnage secondaire que j'aime bien aussi, c'est le mentor de Ead, que j'aime beaucoup. J'ai perdu son Chassard nom. Ouais, lui j'aime Chassard, beaucoup. bah oui, pareil. Lui j'aime beaucoup. Le père, son père. Son père, entre Sur guillemets. son père. Voilà, ça, enfin, c'est. Mais ça, j'ai beaucoup aimé ce perso. Et en personnage nul, justement, mais vraiment que j'ai trouvé vraiment faible, il y avait le mec donc de Tanné, le gars avec qui emmerde Tanné là. Ouais, lui. Et il y a du coup la prieure et la prieure. Ah, la prieure. La prieure. En français, ils disent la prieure, du coup. La prieuresse. Ça. Alors, La en prieure. gros, oui, alors, du coup, juste pour se pitcher, si vous avez pas lu le livre quand même, parce qu'il y en a qui regardent le avec spoil mais qui n'ont pas vu. En gros, il y a tout un endroit, en gros, Ead a grandi dans le prieuré de l'Oranger. En gros, son mentor habite là-bas, etc. Et au niveau religion, du coup, il y a une prieure qui est la chef du prieuré de l'Oranger, etc., etc. Et du coup, donc, il y a. En tout dans le livre, il va y avoir 3 prieures différentes. Et du coup, là, tu parles de la deuxième qui est insupportable. La deuxième, et, Ouais, et justement, là on y revient. Paye ta grosse ficelle quoi. Du début à la fin, les sœurs, les mages, là, ils nous sont présentés comme waouh, moralement ils sont toujours trop bien, ils sont toujours à la pointe. Et elle est parfaite et tout. Et machin. normalement, la prieure, c'est La un prieure, peu la voilà. meilleure de toutes, tu vois, justement, la Et plus. là- Et là, ils ont. Je sais Ils plus, nous c'est font- pas ils une nous font- élection. Ils nous font la totale. Ils élisent, donc si, ils élisent. C'est une Mais élection, ils mais je m'en élisent donc une meuf, elle est évidemment égoïste. Elle a assassiné elle-même la mère d'Ead. Enfin, genre, ils nous Non, font mais y a la rien totale. qui va. C'est vraiment, elle est méchante, tu vois. Elle est méchante, tout là. Elle est méchante. Donc ça nous donne, c'est bien, ça permet d'évacuer rapidement le fait qu'elle aura pas de soutien du prieuré. Alors et là, on est dans la grosse ficelle narrative parce que Ouais, du c'est coup, vrai, on c'est a vrai que c'est un personnage nul, la le prieure. personnage important qui en plus est là et qui d'un coup est une méchante sans vraie raison. Pourquoi c'est une méchante? Non, mais Ça puis aurait pourquoi pas elle est dû. prieure du coup? Enfin, tu C'est vois, ça pour le coup. Si, Enfin, au niveau parce qu'elle a scénario. manipulé et tout machin. Sauf que du coup, c'est pas crédible dans la Bah non, mesure non, où non. depuis le début, on nous présente le prieuré comme étant la perfection. Voilà, tout Voilà. le monde là-bas. C'est le monde elles parfait sont- où voilà, tout le monde a elles bien sont compris conformes comment et le tout monde machin. marche Voilà. et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais regardez là. Donc, on a oublié de parler de Combe aussi. Satan là. Moi, il me rend un peu indifférent, je le trouve un peu trop classico-classique. Ah bah, c'est ce que je disais, moi, il est classique, mais pour autant, je trouve qu'il apporte bien un petit peu l'élément. C'est un peu basique, mais du coup, ça fait son travail en fait pour cacher que la vraie méchante c'est Ygritte Crest et pour ensuite révéler que il reste un fidèle à la couronne qui va du coup sur qui on va pouvoir compter après. Oui, Ça, oui, c'est oui, cool. non, mais il est quand même intéressant. Hein, mais c'est vrai que par contre, tu vois, j'aurais pas voulu en voir plus sur lui. Maintenant, on va vous parler un peu des quêtes dans tout ça. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Enfin, moi, j'aime beaucoup les quêtes secondaires, tout ça, les machins. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne servent à rien. La quête avec les pirates et Nick Lace m'emmerde au plus haut point. La quête avec Kit et Lot, je n'en voyais pas le bout. Et alors, donc, le 3e quart du livre, où il y a des allers-retours avec leur caillasse, là, dont j'ai perdu Voilà. le nom, là, parce qu'en fait, il faut qu'ils... Il est Si joué. vous n'avez pas vu si vous n'avez pas lu le livre, en tout cas, pour vaincre le sans nom, il faut qu'ils aient 2 cailloux, quoi, en gros, pour faire un Ouais. résumé. Et il y a tout un pafouin de je perds le caillou, je retrouve le caillou, je trouve l'épée, je repère l'épée, je retrouve le caillou mais j'ai pas l'épée. Enfin, et moi, tous ces trucs-là, honnêtement, là c'était vraiment le 3e quart du livre, j'ai trouvé ça trop long, trop chiant. Et pour le coup, c'était vraiment des plot twists un peu. Presque des trucs, il faut qu'on galère, donc c'était presque du filler pour moi, tu vois. Moi, c'est joyaux, en particulier là, Joyau, c'est mieux que caillasse, ouais. Les 2 joyaux là, c'est vraiment pour le coup Plus fort. parce qu'il fallait des objets de quête. Ouais. Et d'ailleurs, il Bah sert. si, il y a l'épée aussi. L'épée, oui, mais l'épée pour le coup, elle est cool. L'épée, il faut aller la chercher dans l'endroit où elle est cachée depuis Oui, toujours. c'est vrai, oui. Et pour le Oui, coup, c'est elle vrai s'est fait voler par Caliban, ce qui nous Oui, permet oui. d'avoir Caliban dans l'intrigue et tout. Non, non, l'histoire de l'épée est plus intéressante que l'histoire des cailloux. Ouais, Je suis les d'accord. joyaux, ils sont tous les deux trouvés Au pif. par hasard, dans le prieuré par hasard, littéralement dans la Sous la hanche de peau. Tanné, ça a aucun sens. Et surtout, ces joyaux, ils servent à rien en fait. À la fin, littéralement, ils ont planté le dragon avec l'épée. Et là, d'un coup, il y a besoin des joyaux. Mais sauf que
Moi, déjà, jusqu'au bout, je croyais qu'ils faisaient des trucs différents, les deux joyaux. Oui, moi Parce aussi. qu'on sait que Tane, elle s'entraîne à utiliser le sien. Et Mais moi, Diana, elle s'entraîne à utiliser le sien. j'aurais bien aimé qu'on voit plus les entraînements. En gros, en fait, Tane, on apprend finalement que c'est une mage, elle aussi. Ouais. Et pas juste une dragonnière, donc elle a des pouvoirs. Et du coup, en fait, il y a un duo Tane et Had qui va combattre le sans-nom. Son nom d'ailleurs, qui est pour moi un méchant qui fait pas peur, hein, d'ailleurs. Enfin, je trouve que dans le récit, il est pas assez apporté. Enfin, pour moi, c'est comme Sauron, tu vois, il existe pas vraiment, il me fait pas peur, tu vois. Mais ça, c'est bien. Bah, moi, j'aime pas trop, moi, ces trucs-là. Moi, ça, c'est mon côté fantasy trop classique pour moi. Mais du coup, bref, et du coup, toutes les deux ont leurs cailloux respectifs qui sont censés être complémentaires un petit peu, en fait. Et normalement, il y a tout un moment où elles s'expliquent qu'elles doivent apprendre à s'en servir pour justement. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, je suis désolée, mais bref, pour que le jour où le sans-nom sorte de terre, elles arrivent à utiliser ces deux cailloux correctement pour réussir à le combattre. Et ça, c'est complètement éludé. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir des périodes d'entraînement, des qu'est-ce que ça apporte à chacune, puisque c'est deux cailloux différents avec deux types de magie différentes, normalement. Et au final, pour moi, c'est presque comme dans Harry Potter, tu sais, quand il y a Voldemort qui lance du bleu et Harry Potter qui lance du rouge. Enfin, je sais plus, c'est l'inverse. Mais tu sais pas vraiment quel est le pouvoir de l'un de l'autre. Enfin, ça c'est un peu frustrant, moi je trouve. Alors ouais, je t'entends là-dessus. Alors pour moi, ça va avec un autre problème qui est qu'en fait, il se passe trop peu de temps. Entre le moment où ils ont en gros, c'est bon, ils ont découvert qu'il fallait les deux joyaux, qu'il fallait l'épée, que le sans-nom il allait sortir à telle date et qu'il fallait unir le monde entre eux. Et en fait, ils réussissent à unir toutes les nations du monde en 3 minutes. En 5 mois. Genre, je crois que c'est 5 mois ou 10, enfin bref. C'est beaucoup trop court et ces 5 mois, ils passent en un clin d'œil. Et d'ailleurs, mais juste parce que vraiment, le truc avec ces joyaux, un objet de quête sur lequel on tombe par hasard, mais en fait c'est le truc qui va faire le truc et tout, ok. L'anneau, on le découvre par hasard, et on va le perdre, on va le retrouver totalement par hasard, ok. Mais 3 objets, l'anneau du Seigneur des Anneaux. Ah oui. Mais 3 objets de quête différents. Avec à chaque fois du haut pif. Par hasard, qu'il va falloir perdre, mais par chance, au moment où Tane elle s'apprête à quitter du prieuré, hop, elle tombe sur le corps de la prioresse, elle peut le récupérer, enfin la prieure, elle le récupère, comme par hasard. L'épée, enfin tout comme par hasard quoi. Ouais, ça j'ai pas aimé moi ces histoires de quêtes, je trouve que c'était. Alors pour le coup, je trouve que c'est pas mal écrit parce qu'elle écrit très bien, moi je trouve l'auteur. Enfin, moi je dis auteur avec un E, toi tu dis autrice, mais je trouve qu'elle écrit très très bien, mais au niveau fil scénaristique. L'autre, il part, une fois qu'ils ont réussi déjà à se mettre d'accord en Inis quoi. L'autre, il part pour l'Est, ce qui a jamais été fait, avec pour mission rien de plus que unir l'Est et l'Ouest et récupérer le caillou dans la foulée quoi. Donc là, et il va tomber sur le caillou tout de suite totalement par hasard et il va du coup grâce au caillou dans la foulée réussir. Enfin bref, c'est un peu trop, c'est un peu trop. Et il fait tout ça en 3 mois alors qu'il aurait pu faire ça et tu fais tout seul. Il aurait pu faire ça vraiment ça en 2 ans. En 2 ans, on aurait eu le temps de trouver. On aurait pu par exemple, il aurait pu commencer par aller à s'allier avec l'Est. Et du coup, découvrir potentiellement qui pouvait avoir le joyau, découvrir les origines de Tane, chercher Tane, trouver Tane, enfin bref, des trucs comme ça. Après, ça revient avec un truc qui est positif pour moi, c'est que c'est un seul tome. Je pense que du coup, ça aurait été beaucoup plus développé si ça avait été comme beaucoup de livres, une trilogie. Mais moi, je suis très contente par contre que ce soit un seul tome, parce que justement, j'en ai un peu marre, moi, de commencer des trucs interminables. Oui. Et par contre, du coup, du fait que ce soit dans un seul tome, bah, il est déjà, bon, il est gros, hein, quand même. Donc si on avait développé tout ça, ça aurait été un peu longuet. Donc là-dessus, moi je trouve que quand même c'est cool. Mais par contre, tu vois, il y a d'autres trucs qui auraient pu être raccourcis pour justement rallonger ces trucs-là et les rendre plus crédibles au niveau des quêtes. Simplement, il y a moyen juste de dire il y a plus de temps qui s'est passé. Il Oui, s'est passé plus de temps. Oui, ou faire des ellipses. Toutes des péripéties, ou voilà, ou même éviter au maximum un peu les hasards. Là, on sent en fait, je trouve que dans un bouquin comme ça, la main du destin, qui est celle de l'auteur, qui est celle du machin, elle doit se faire sentir légèrement. C'est-à-dire, oui, ça c'est une grosse coïncidence, mais on a droit à des grosses coïncidences, c'est des personnages qui sont destinés. Sauf que là, il y a trop d'éléments destinés à un truc. Et alors par contre... Alors qu'avec l'épée, on n'a pas ça. L'épée, c'est bien amené. L'épée, c'est bien amené, et effectivement, il y a un truc très... Le fait que ce soit Kaliba qui la vole et Kaliba qui la ramène au moment précis. Et moi je m'attendais quand même à un certain volte-face de Kaliba, je m'attendais à ce qu'elle revienne. Et parce qu'elle est plus nuancée aussi, c'est pas une méchante, donc c'est normal. On l'attend un peu, tu vois, c'est pas une grosse surprise. Ouais. Mais je trouve que tout ce qui est autour de l'épée est beaucoup mieux amené que tout ce qu'il y a autour des cailloux, mais c'est long. Non, et puis surtout ces cailloux, vraiment ils ont aucun intérêt. On sait, enfin c'est les fragments de l'étoile, d'accord, à la limite encore je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, mais ils sont opposés l'un l'autre, enfin il y en a un de là-haut et un de là-bas là, et... Non, puis même, moi je m'attendais à ce qu'ils servent du coup plus au début, qu'ils servent au début de la bataille. Elle peut bouger l'eau, ils sont sur l'eau, c'est quand même pratique et tout machin. Non, ils servent uniquement après qu'elle ait planté le dragon.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, et j'ai même cru pendant une seconde qu'ils allaient pas servir du tout, que en fait, c'est bon, en fait, elle a tué le dragon, clairement, Finito ça, pico. voilà, c'est Non, bon, ça en sert, fait. ça sert à l'enfermer, quoi, du coup. Oui, mais bon, au bout d'un moment, ils servent à rien, quoi. Enfin, genre, Bah maintenant que le dragon est mort, de fait, en fait, ça sert pas à grand chose de l'enfermer, du coup. Mais c'est plus par sécurité, en fait, qu'il le renferme. Mais c'est tout. Et j'y reviens sur le fait que comme il y en a un qui s'appelle le joyau, donc c'est Rising Jewel et Waning Jewel, donc, Ouais, je sais plus en français, qui mais se oui. lève et qui se couche, un truc Oui, comme c'est ça. un truc comme ça, Du coup, ouais. je m'attendais C'est à ce qu'il y en ait ascendant et descendant, ou je me Ouais. rappelle plus en français comment c'est. Je Et en suis plus, nulle en nom. ils ont pas la même couleur, ils ont pas les mêmes trucs, donc je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui bouge l'eau, celui de Tanné, et du coup je m'attendais à ce que celui d'Ead il fasse autre chose, quoi. Qu'il y ait du feu, à minima. Du feu ou de l'air ou quelque chose, quoi. Ouais. Et non, en fait, il fait a priori, du coup, on suppose la même chose, puisque c'est jamais précisé. Non, non, On c'est vrai voit jamais que... s'en servir. Donc on sait pas du tout comment ça marche. On critique beaucoup, mais en vrai, on a beaucoup aimé. Hein. Là, on vous parle de ce qui est critiquable, parce que bien sûr, les bons côtés, c'est plus difficile Ah bah, de développer dessus. Hein, mais Moi, on peut totalement enlever les joyaux. Oui. On peut, genre, littéralement, Juste on pourrait garder supprimer l'épée. tous les éléments qui nomment les joyaux dans le bouquin et quand même avoir un excellent bouquin aussi crédible, en fait. Ouais, et avoir la quête de l'épée qui fait quand même un fait l'affaire, fantastique machin. classique avec une quête de quelque chose à aller chercher pour Non. battre le grand méchant, parce que c'est quand même un format très classique, tu vois. C'est quand même un. Ouais. Faut battre un méchant avec une C'est relique, tu vois, entre Voilà, guillemets, ça c'est du symbolique, y a aucun classique. problème. Les héritières spirituelles ou même Voilà. génétiques qui se retrouvent. Bien sûr, D'ailleurs- mais les cailloux Ouais. sont un peu chiants, ouais. Mais non, mais les cailloux, ça va rien. Pour moi, c'est le plus gros truc nul. Enfin, indispensable en tout cas du bouquin, quoi. Moi, je m'attendais du coup à ce qu'il y ait à ce que ce soit Sabran qui plante le dragon, puisque du coup, il y avait cette espèce de logique. Ead, c'est l'héritière. Et peut-être même du coup la descendante, parce que c'est jamais précisé si Cléolinde, je suis pas sûr, mais je crois que c'est jamais précisé si Cléolinde a eu des enfants. Non, c'est Du pas tout. précisé, je On sait crois. pas comment elle a disparu. Mais du coup, moi j'imaginais bien, je voyais bien le truc où toutes les mages du prieuré, c'est des héritières de Cléo, c'est sa descendance en fait, ce qui serait logique. Et, mais en même temps non, puisqu'il y a cette idée aussi que les descendantes des trois sorcières originelles, elles ont toutes exactement le même visage. Donc il y avait C'est Tanné, vrai, et du c'est coup il y vrai. avait Ah un peu oui, cette oui, idée oui, où ça aurait oui, été ça, cool c'est que tu ça. vois Tanné l'héritière de Neporo, et du coup que ce soit Sabran l'héritière de l'autre, la dernière, Ouais. celle qui a forgé l'épée, qui est du coup Ouais. Kaiba, qui soit celle qui plante le dragon pendant que les deux autres utilisent déjà. Bien sûr. Bon, là, Ça dans aurait la été, symbolique. dans la symbolique, ça aurait été chouette C'est ça. que les trois soient actives en même temps. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié Ou que cette ce soit histoire de Kaiba. même visage, oui. Moi vraiment Ça, j'ai beaucoup j'adore. aimé ça pour le coup. Et en plus, j'ai bien aimé, mais j'ai oublié d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'infos hein, Il y a quand même dans beaucoup ce d'infos, bouquin. mais c'est un bon bouquin. Voilà. Mais ça, c'était quand même assez chouette, ce côté où justement Sabran découvre sa Alors. descendance avec Kaliba. Justement, Parce qu'elles ont la même gueule en fait, tout simplement quoi. Mm. Et c'est assez cool. Et ça, pour le coup, j'aimerais bien le voir en série, moi quand même. Franchement, C'était ouais, vachement ça prendrait chouette. trop bien. Et pareil, du coup, Tanné, le fait qu'elle ait héritière de Neporo, ça arrive un peu de nulle part. On aimerait bien, du coup, ça aurait On été bien aimerait qu'on en bien avoir sache plus, plus ouais. sur Neporo d'abord, ou un petit peu que ce soit amené en fait avec la subtilité avec laquelle Kaliba a été amené en fait. Oui, quoi. c'est vrai. Et ça, c'est cool. Et il y a un truc, parce Mais que ça, par contre, encore c'est une fois, trois tu vois, arbres. ça aurait été une trilogie en fait qu'il aurait fallu pour développer tout ça. C'est Non, ça mais le bien truc. sûr. Parce que là, c'est vrai qu'en un tome, c'est dur, mais cette histoire des trois arbres, justement. Alors attends, il y a quoi du coup? Parce que il y a un oranger, Offhand, c'est quoi? C'est Aubépine? Oui, il y a un truc d'aubépine, ouais. Et le Aubépine. troisième, je me rappelle plus. Mulberry, c'est Un mûrier? un mûrier? Je crois qu'il y a un mûrier. Bref, enfin, en gros, il y a trois arbres originels avec trois descendances magiques qui font le monde. Donc c'est Et quand même. trois femmes qui ont mangé pour la première fois du fruit et qui sont devenues immortelles. C'est ça. Et c'est quand même Trop cool. hyper cool comme univers quoi. C'est Enfin, c'est hyper une cool. belle base d'univers et du coup t'as envie d'en savoir beaucoup plus et c'est pour ça que j'ai envie de lire le préquel parce que j'ai envie d'avoir l'histoire de ces trois arbres et l'histoire de ces trois nanas Exactement. en fait. Moi, je veux tu savoir vois. comment les arbres ont été coupés par exemple. Voilà, Parce c'est que moi, ça. j'ai envie Bah de oui, parce qu'il y en a un savoir qui est mort en plus. ça. Il y en a deux qui sont morts. il y en a deux qui sont Il morts, reste que ouais. l'oranger en fait. Il reste que l'oranger, ouais, parce qu'il y en a du coup, ils ont pourri entre temps. Mm. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi, toute cette histoire-là. Ouais, puis tu sais- non mais juste, il y aurait pu avoir plus Le de narrateur, narrateurs et voilà, c'est ça que narratrices. tu disais. Simplement, mettons un seul chapitre où c'est Onren qu'on suit. Un seul chapitre où c'est Ouais, en vrai, moi j'aimerais bien en avoir un peu plus, moi. où c'est comment Le ça s'appelle, Satan Shazam Combe. aussi. C'est Satan Combe par exemple. Oui, c'est pour vrai. avoir un autre point de vue Saint-Dinis. Et d'un coup, surtout en fait, c'est ça l'intérêt de changer les narrateurs, c'est d'avoir vraiment, on a ce personnage qui suit, ça, c'est une présence menaçante, c'est tout machin depuis super longtemps. Ça y est, on sait qui c'est exactement, on sait qu'il est du point de vue de la couronne. Maintenant, on pourrait l'avoir pour un point de vue. En fait, particulier. c'est ça, c'est qu'il y en a quand même assez de personnages, mais en fait, il y en a que 4 qu'on suit réellement en fait au Exactement. final. Et pas forcément. Et pas forcément ceux qu'on aurait aimé plus. Alors que justement, moi je trouve quand même qu'il n'y a pas assez de persos. Moi, ça c'est mon point de vue, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Je pense que ça aurait nécessité d'en avoir un peu plus. Après, vu que c'est un tome, je comprends. En vrai, ça aurait été compliqué à traiter et tout. Moi, j'aime bien quand il y a plein de personnages dans les fantaisies.
Et là je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il y en a trop. Moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et je te rejoins sur le fait que justement il y en a certains qui auraient nécessité un chapitre pour eux justement. Onren, oui c'est Onren qu'elle s'appelle. Onren, ouais. Ouais, j'aurais beaucoup aimé avoir un chapitre sur elle. Même le mec tu vois qui fait chier Tanné, moi je l'aime pas du tout, je trouve que c'est inutile, mais potentiellement ça aurait pu être un mec. Ou avoir un peu de backstory sur ce mec là, tu vois, pourquoi c'est un petit con merdeux là, un Jean-Michel casse-couille du lycée. Pourquoi il est comme ça, bah moi ça m'aurait pas gêné, tu vois. Moi il m'intéresse pas en tant que personnage. Mais ça aurait pas été trop, tu vois, d'avoir un peu plus de background. Mon dieu, je me prends pour une terrible. Non, sur ce mec-là, ça m'aurait intéressé. Avoir un chapitre plus aussi sur Chazar. J'ai du mal avec les prénoms, c'est Chazar qui s'appelle. Chassard, ouais. Chassard, pardon. Il aurait pu faire l'objet d'un chapitre. Je suis très nulle avec les prénoms à chaque fois, donc voilà. Mais il aurait pu faire l'objet d'un chapitre. La prieure aurait pu faire l'objet d'un chapitre qui lui serait dédié. Kaliba, elle a des chapitres entiers sur elle. Kaliba, justement, ça marche parce qu'on la voit pas du tout le long du récit. Mais elle a des chapitres sur elle et du coup c'est hyper intéressant. Et par contre, on a moult chapitres sur Nick Lace et ses pirates. Et au final, ces pirates-là, on s'en fiche. Elles nous apportent rien. Ah ouais, alors qu'ils auraient très bien pu avoir un... Alors qu'ils auraient pu avoir une chef pirate, une capitaine pirate, pardon, qui aurait pu avoir... qui aurait pu nous montrer une partie du monde, qui aurait pu avoir une backstory hyper intéressante ou je sais pas quoi. Mais alors ces pirates-là... Très unidimensionnels, pas très intéressant. Enfin tu vois, du coup on a tout un passage qui apporte peu, alors que justement, bah, comme tu dis, parce que c'est le comparatif un peu facile, hein, mais le trône de fer, justement, on a des personnages qui servent à rien, dont on a des points de vue qui sont intéressants. Moi je suis désolée, un chapitre sur Odor, moi ça me va, il en fallait pas 15, mais un chapitre sur Odor, je suis contente, tu vois, parce que ça apporte, bah, ça donne de la crédibilité à l'univers, ça apporte en richesse, et là au final, dans un livre où il y a énormément de personnages qui justement, moi j'ai vu sur BookTok, enfin sur TikTok pardon, qu'il y avait énormément de personnages, que les gens s'y perdaient et tout, bah moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, mais au final on suit 4 persos. En fait c'est un Harry Potter le truc, enfin tu vois, pour moi c'est pas un Game of Thrones, tu vois, où justement il y a moult personnages, c'est un Harry Potter où il y a beaucoup de personnages secondaires, mais au final tu vas parler tout le temps des mêmes en fait, tu vois, c'est beaucoup plus centré comme ça, je trouve, et du coup moi ça m'a déçu dans le sens où je m'attendais plus à lire un Game of Thrones en fait, je pense. Et du coup j'avais trop d'attentes. Alors moi c'est pareil, et en même temps du coup c'est plus proche du Seigneur des Anneaux en termes de grands côtés mystiques et tout machin, donc on doit tolérer, il y a plus de choses on peut pas, tu vas être aussi strict qu'avec le Seigneur des Anneaux parce que justement il y a moins l'ancrage dans le réalisme, il est moins prononcé, mais pour autant, comme il y a des éléments de modernité justement dans le choix des personnages et tout qui se présentent, bah il y a un entre-deux qui colle pas forcément quoi. Et du coup plus de personnages oui pour avoir justement plus de points de vue, plus de compréhension même de complexité tout simplement, enfin tu vois, avoir plus enfin c'est le vrai monde en fait, tu vois, parce que là on n'a pas, en fait moi ce que je ressens un peu, c'est que je n'ai pas la réalité de ce monde, tu vois, je comprends pas tous les points de vue de ce monde, en fait moi j'ai ce monde dans les yeux de Ea des Sabrans en fait, et de Nick Lace un peu, et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est un parti pris. Mais moi en tant que lectrice, j'aurais aimé avoir ce monde parce que je le trouve hyper riche, hyper intéressant. Trop bien. Du point de vue d'autres personnages également en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça. Je te suis. Dernier point qu'on n'a pas discuté, qui est un peu le mystère qu'il y a pour moi. Parce que Tanné par contre, sa conclusion. Hein, j'ai peut-être mais non, j'ai pas mal lu, je suis en train de le relire là. Il est en train de relire. Je suis en train de relire pour prouver. Tanné, elle va sur l'île de Kepuru là, machin, bref. Bref. Elle y retourne, elle y découvre la statue de Neporo qui est identique à elle, donc elle apprend vraiment qu'elle est bien la descendante de Neporo. Elle va s'endormir sur l'arbre, coupé, et elle se réveille avec marqué qu'elle a le côté qui est trempé de sang. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui. Et pourquoi? Eh ben parce qu'il y aura une suite, sans doute. En tout cas, on sait pas, il n'y a rien qui explique. Ça, c'est vrai que la fin de... Oui, mais moi, tu vois, pour le coup, la fin de Tanné, moi, me plaît plus, parce que déjà, elle est un peu moins happy ending. Tanné elle est très solitaire en fait, tu vois, enfin dans tout son truc, moi j'aime bien ce genre de perso qui est un peu seul, là elle traverse, tu vois, enfin justement le fait qu'elle visualise Neporo pour de vrai seule, enfin tu vois, elle a pas d'amis avec qui partager ça, enfin moi j'aime bien ce côté là, tu vois, enfin je trouve ça assez intéressant comme personnage, c'est pour ça que j'aime bien Tanné hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que par contre du coup sa fin laisse un peu plus sur la fin que les autres. Puis par contre l'écriture on y revient, mais là pareil, la toute dernière ligne, je sais pas si tu veux la lire en français. Wetzel. La toute dernière ligne, donc c'est le capitaine, pareil, un personnage secondaire assez sympathique, le capitaine Arlo, là, machin et tout, hyper intéressant, très, très bon personnage. Et c'est lui qui parle là, sur cette dernière ligne, je la trouve superbe quoi. Alors en anglais, toi, je sais pas ce que t'as, attends, j'y suis. On va voir si ça donne en français. Alors, moi je vais vous lire la fin.
Alors surtout si vous ne voulez pas faire spoiler. Certaines vérités valent mieux d'être enfouies, reprit-il. Certains châteaux sont mieux gardés au ciel. Les légendes regorgent de promesses non tenues. Elles le sont au royaume des ombres que peu connaissent. Il se tourna vers elle. Vous êtes bien placé pour le savoir, et Adaz Uknara, vous dont les screts seront bien chantés. Avec une esquisse de sourire, Ehad leva le regard vers les étoiles. Un jour peut-être, admit-elle, mais pas aujourd'hui. Moi je trouve ça hyper clean. Je trouve que c'est très beau. Alors très par belle contre, on manière y de construire un revient. livre de ce genre-là. Moi, en français, tous les pirates. Alors toi, je sais pas comment c'est en anglais, mais les apostrophes là pour dire qu'ils parlent comme des paysans, là, j'aime pas trop. Bon, surtout qu'ils le font pas en Ouais, ils le font pas en anglais, ok. Ah non, non, au contraire. Parce que regarde, moi, tu vois, il y a des Z bien placés, vous avez. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah là, au contraire, Regarde. c'est écrit You out to know. Vous êtes bien tenus. Ah oui, non, Tu c'est vois, marrant qu'ils aient choisi ça parce que pour le coup, c'est pas du D'accord. tout le cas en. Et ils font ça aussi avec les pirates. Les pirates, elles ont. Alors, Ouais. je me suis peut-être mal exprimée, du coup, je réexplique. Ils font des mots. Ils ont un accent à moitié qu'ils ont essayé de retranscrire à l'écrit, qui est un peu bourru, en fait. Et du coup, il y a beaucoup Z tenu de. Tu vois? Z avec le Z apostrophe, Z. tenu, T apostrophe NU, au lieu de tenu. Enfin, au lieu de dire vous êtes tenu, c'est Z tenu, tu vois. Et ils ont essayé de faire un peu ça. Il y a ça donc du coup avec les pirates principalement et quelques autres personnages du coup qui parlent un peu comme ça. Et c'est étonnant du coup que ce soit pas mis en anglais. Tu vois, je pensais qu'il y avait un équivalent. Donc là apparemment c'est un parti pris. Je sais pas de qui est la traduction moi. Traduit de l'anglais par Benjamin Kunzer et Jean-Baptiste Bernet. Moi j'ai les éditions, j'ai lu d'ailleurs, j'ai un scandale à faire. J'ai lu. Je sais que c'est la pénurie de papier et mon cul, mais alors que ça bave à toutes les pages, à chaque fois que je mets mon gros doigt dessus, franchement, alors ok, c'est 9 balles le bouquin, mais franchement, ça fait un peu chier. Hein. Alors toi, je sais pas, toi, ton moi, édition, c'était correct ou pas? Ah oui, oui, très très bien. Ouais. Toi, ton écriture a pas bavé. Ah bah non. Bah moi, ça a bavé. Enfin, honnêtement, j'ai plein de pages avec des mots bavés. Alors je sais que c'est un détail, mais moi, si j'achète du neuf, c'est pour avoir du neuf, sinon j'achète des livres d'occasion en fait. Donc ça m'a un peu fait chier ça honnêtement. Pourtant j'ai lu, d'habitude j'ai pas de problème. Donc il y a peut-être eu un problème en ce moment avec la pénurie de papier et d'encre et tout ça. Mais alors ok, j'entends, mais faites vos livres moins chers du coup. Je transpire pas, je transpire pas du pouce comme je sais pas quoi. Donc au bout d'un moment mes écritures elles sont pas censées baver une page sur deux. Donc ça je suis pas contente. Voilà. La fin un mot pour la fin. J'ai quand même beaucoup aimé ce livre. Là on a critiqué parce que c'est des détails, mais c'est des détails qui permettent aussi la discussion et qui permettent aussi d'avoir un avis un peu moins tranché et unilatéral, parce que moi je trouve ça chiant de dire j'ai aimé ce livre ou j'ai détesté ce livre. Là il y a plein de points positifs dans ce livre. Globalement hein, ça reste un livre quand même qui est très bon, avec plein de choses très bien, très innovantes, très originales, très chouettes. C'est un livre que je vous recommande en vrai, hein, si vous aimez la fantasy, franchement lisez-le. Enfin tu vois, il est queer, il est inclusif, il y a tout qui va bien. Il est quand même pas problématique pour un sou. C'est clair. Franchement, enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, voilà, nous on a relevé ce qui nous posait un peu plus questions, plus que vraiment problème en vrai, parce qu'on a aimé le lire en vrai. Je pense même que les détails qu'on soulève et tous les trucs qu'on discute là, c'est justement parce que l'univers est tellement bien, globalement, il est tellement passionnant et intéressant. Qu'on est obligé de pinailler pour dire des trucs même quoi en que fait. moi j'ai envie de lire d'autres histoires qui se passent dans ce monde-là. Oui, voilà, de toute façon, je pense qu'on va l'acheter le préquel, nous, tu vois. Enfin, on va acheter le préquel, on va le lire et on va sans doute même l'aimer en fait, tout simplement, parce que. Moi j'ai pas lu d'autres livres de Samantha Shannon, je la connaissais pas avant, je sais qu'elle a écrit d'autres trucs. Je sais pas si je lirai d'autres livres d'elle, hein, peut-être, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé l'univers qu'elle a construit. C'est très crédible, c'est très chouette et voilà. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire et puis comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, vous la partagez, vous la likez, vous la commentez, tu t'abonnes, tu connais, bref. Parce que c'est chiant d'avoir de la visibilité sur les réseaux, tu coco. Et en tout cas pour ceux qui suivent la vidéo, un grand merci à vous. J'espère que vous avez compris tout ce qu'a dit le Gus, parce qu'au niveau articulation des fois c'est zéro. Voilà, c'est comme ça. Mais bon voilà, on essaiera de refaire des vidéos ensemble si on lit les mêmes choses, parce que je trouve ça intéressant d'avoir des points de vue différents. Je sais pas si t'as aimé l'expérience. Moi c'était cool. Bref. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous avez compris, vous l'avez aimé. Avec moi, parce que sinon on va avoir un problème, parce que mon avis il est définitif et tranché. Ouais, il est un peu chiant là-dessus. Mais il est ouvert au débat, il est pas si pénible que ça en vrai. J'espère que vous avez apprécié également l'omniprésence de Gotham qui ne supporte pas qu'on parle à quelqu'un d'autre qu'elle. Voilà, et sinon je vous fais des bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et on n'a pas assez parlé de dragons qui sont trop bien les dragons. Dis au revoir. Au revoir. T'as failli me frapper.